Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session de nos rencontres du climat, avec pour thème aujourd'hui l'innovation, sujet ô combien important et qui nous tient beaucoup à cœur chez Getlink. Comme d'habitude, on est dans cette salle ici. Alors aujourd'hui, à la BPI, on a la chance d'être accueillis dans cette magnifique salle, mais aussi, comme d'habitude, nous sommes enregistrés et en live en parallèle. Alors, ce sujet de l'innovation, nous avons décidé de le discuter aujourd'hui. Alors, vous savez, toujours avec un angle qui est celui des acteurs économiques de l'entreprise, parce que en matière de décarbonation, quand on regarde les débats qui ont lieu en France, on parle surtout de deux leviers pour réduire les émissions de CO2. Le premier levier est celui des quotas, du cap. La puissance publique décide de limiter les émissions de CO2 des entreprises qui en émettent. Ça s'est notamment traduit par le système Cap and Trade, le système ETS européen, où des entreprises sont limitées dans leurs émissions, elles ont des quotas, et ces quotas, elles peuvent les échanger sur un marché, et donc ça crée une valeur du carbone, et donc c'est le mécanisme principal qui a été mis en œuvre dans nos pays pour décarboner l'économie. D'autres mécanismes, enfin un autre mécanisme est également très discuté et appliqué, c'est celui de la taxe carbone. Et ici, il s'agit de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur. À partir du moment où on considère que le CO2 est un polluant, on lui met un prix et ceux qui en émettent doivent payer. Alors les deux mécanismes, que ce soit le quota ou la taxe, ont des avantages et des inconvénients. Alors on les a déjà évoqués lors de précédentes rencontres et on y reviendra certainement, je ne vais pas m'y étendre. Mais ce sont, et de très loin, les deux principaux mécanismes discutés. Alors de très loin, mais il y a une voix dissonante qui nous dit que finalement, ces deux mécanismes, c'est bien, mais que ça ne suffit pas, et qu'il y a un troisième levier qu'il faut absolument activer si on veut réussir la décarbonation de nos pays, qui est le levier de l'innovation. Et cette voix dissonante, c'est celle de Philippe Aghion en particulier, alors qui est suivi maintenant d'un certain nombre de collègues, mais c'est lui le premier qui a dit « Attention, ça ne suffit pas, ça ne marchera pas, on n'y arrivera pas » si on ne met pas en place un autre mécanisme. Alors c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui et qui évidemment nous intéresse beaucoup parce que, vous le savez, ces rencontres réunissent vous, nous, des dirigeants d'entreprise et je vous remercie à nouveau d'être toujours aussi présents et je vois qu'il y a des fidèles qui reviennent à chaque fois. Merci beaucoup. Évidemment, quand on parle de ces leviers de décarbonation, ils nous intéressent tous au premier plan. En revanche, quand on parle de système de quotas, ces mécanismes sont décidés par la puissance publique et finalement, on s'y adapte, on les met en œuvre. De la même façon pour les taxes, et on voit bien que c'est un sujet à la mode en ce moment, les taxes sont décidées par la puissance publique, on les met en œuvre à l'échelle de nos entreprises. En revanche, quand on parle d'innovation, ça, c'est un levier, ou ce sont des leviers qui sont à notre main. On décide d'investir ou pas, d'innover ou pas dans nos entreprises. Et c'est pour ça que ce levier nous intéresse au premier plan. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi Philippe Aghion dit qu'il est important de le mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'innovation? Est-ce que tout ça, finalement, est rentable ou pas? Sur ce sujet de la rentabilité, on est très heureux d'avoir Magali Joissel avec nous. Alors, c'est elle qui nous accueille. Alors, on la remercie à double titre. Elle dirige le fonds Société de projets industriels. Alors, elle l'a même conçu, créé et fait grandir depuis 10 ans. Elle gère près d'1 milliard aujourd'hui, investi dans différentes sociétés. Et son objectif, c'est justement de les faire passer du stade de l'innovation au stade industriel, de passer à l'échelle, avec dans son portefeuille, je crois, à peu près 80% des entreprises qui justement s'intéressent à des sujets de transition écologique, transition climatique, ce qui nous intéresse. Donc on va bien comprendre, grâce à elle, si tout ça finalement permet de gagner de l'argent ou pas. Et puis, nous avons Uli Ege, que vous connaissez aussi déjà, professeur à la Toulouse School of Economics, École économique de Toulouse, notre partenaire sur ces rencontres du climat, qui connaît bien les différents mécanismes et qui nous apportera un éclairage complémentaire sur ces sujets d'innovation.
Voilà, bienvenue à nouveau. Les débats vont être animés aujourd'hui par Vincent Ducrot, notre directeur développement durable chez Getlink, qui maîtrise aussi parfaitement ces sujets. Vincent, la parole est à toi. Merci. Merci Yann, bonjour à toutes et à tous. Alors je vous propose de commencer par une première question peut-être avec vous Philippe. Sur un sujet comme la transition climatique, vous êtes convaincu, je crois, qu'il faut chercher à orienter l'innovation des entreprises. Alors la première question c'est pour quelles raisons et quel serait le risque de ne pas le faire? Merci beaucoup. Alors là, voilà, c'est bon, ça marche. Merci beaucoup. Donc merci de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être ici. En fait, donc j'ai fait des travaux empiriques avec différents co-auteurs. Et on montre en fait que les entreprises qui ont l'innovation peut être dans des technologies polluantes ou dans des technologies propres, enfin vertes, ou je ne sais pas comment on pourrait. Et j'ai regardé notamment l'industrie de l'automobile avec des co-auteurs et on a regardé dans quelle mesure les industriels automobiles innovent dans des moteurs à combustion, dans les moteurs électriques par exemple. Donc on peut classifier les innovations plus vertes ou moins vertes, il y a différentes manières de classifier, mais ce qu'on s'en réalise, on peut regarder les brevets, pour chaque personne qui brevette, on peut savoir si on a breveté dans des innovations polluantes ou des innovations vertes, et on connaît l'historique de l'innovation de chaque personne qui cherche à innover. Donc, on a regardé toute l'industrie automobile mondiale, en fait, et c'est un papier qu'on a publié dans le Journal Political Economy en 2016, avec John Van Reenen, Antoine de Chez-le-Prêtre et David Emous et d'autres. Et on a regardé et on a vu que les entreprises ou les individus qui avaient beaucoup innové dans les moteurs à combustion dans le passé tendent à continuer à innover spontanément dans les technologies polluantes dans le futur. Et donc, il y a ce qu'on appelle un phénomène de dépendance au sentier, c'est-à-dire qu'on tend à continuer de faire spontanément ce qu'on fait déjà. D'où l'importance du rôle de l'État, notamment des gouvernements, pour réorienter l'innovation des entreprises vers des innovations vertes. Et donc, parce que si on ne fait rien, spontanément, les entreprises continuent à faire ce qu'elles faisaient avant. Voilà. On s'est rendu compte que ceux qui avaient un stock de brevets dans les technologies polluantes très élevé continuaient en fait à innover surtout dans des technologies polluantes. Donc il faut des instruments. Alors les instruments, il y a évidemment la taxe carbone qui déjà est utile pour réduire les émissions. Elle est également utile pour réorienter l'innovation des entreprises vers les innovations vertes, parce qu'évidemment avec une taxe carbone plus élevée, vous réduisez le marché pour continuer d'innover dans des technologies polluantes. Donc c'est un des leviers de réorientation aussi de l'innovation vers l'innovation verte. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout opposé à la taxe carbone, je crois beaucoup dans la taxe carbone. Mais ça ne suffit pas, parce qu'en fait vous avez deux types d'externalités. Vous savez, en économie publique, quand vous avez plusieurs sources de défaillance de marché, là, vous avez les externalités de pollution, mais vous avez également les externalités technologiques, c'est-à-dire quand je suis entouré de gens qui font de l'innovation verte, là, je fais plus d'innovation verte parce qu'il y a du savoir qui se répand, ou bien quand j'ai plus fait d'innovation verte dans le passé, je fais plus d'innovation verte maintenant. Donc, on sait qu'il y a deux types d'externalités, pollution et savoir et technologique, et donc il faut deux instruments. La taxe carbone en est un, mais il faut aussi la subvention à l'innovation verte. Et en fait, la politique industrielle verte. Et c'est intéressant parce que en Europe, c'est surtout la taxe carbone, et je crois beaucoup dans les vertus de la taxe carbone, donc je suis toujours en accord avec Christian notamment, et vous-même certainement, donc ça c'est mes amis toulousains, mais je crois qu'également il faut la deuxième jambe, qui est celle de ce que j'appelle la politique industrielle verte, ce que font plutôt les Américains. Les Américains, eux, c'est l'IRA, eux, ils font plutôt la politique. Et moi je pense qu'il faut les deux. Nous on fait trop de la taxe carbone et pas assez de politique industrielle, eux ils font de la politique industrielle, ils font pas assez de taxe carbone. En fait je pense qu'il faut les deux jambes, et donc c'est ça un petit peu, voilà, la réorientation de l'innovation vers l'innovation verte. D'accord, alors vous avez justement évoqué le sujet de taxe carbone et de quotas. Je crois qu'effectivement, Ulrich Hege à la Toulouse School of Economics, vous prenez l'incitation des choix des acteurs économiques par les prix et par les quantités, notamment avec une taxe carbone avec un prix juste. Mais donc vous regardez aussi également les impacts de l'innovation. Peut-être qu'on peut commencer par revenir sur ce que l'on sait de la part climatique de l'innovation. Merci.
Donc, nous avons tous vécu ces dernières années les progrès énormes dans les technologies de l'énergie, donc les énergies renouvelables, les ampoules LED, les pompes à chaleur, la voiture électrique, etc. Quel est donc l'apport de l'innovation de la R&D dedans? Si on compte les brevets, on trouve qu'à peu près 5% de la production totale des brevets sont des brevets climatiques. Mais c'est sans doute une sous-estimation parce que beaucoup de ces progrès, c'est des réductions de coûts énormes, ne sont pas forcément brevetés. Et en effet, ceux qui regardent ça, la part dans les capital risques, par exemple, PitchBook estime ça, des green tech, pas seulement climatiques, mais une bonne partie climatique, c'est autour de 25%. Il y a donc d'autres estimations qui disent que les investissements publics dans le monde, dans la recherche climatique, c'est 30 milliards. Mais ça, c'est juste les investissements publics. Les investissements privés des petites entreprises, capital risque, mais aussi surtout des très grandes entreprises, c'est un multiple de ça, sans doute jusqu'à 10 fois plus. Donc avec ça, on arriverait que pour moi 10% voire plus de l'effort d'innovation aujourd'hui dans le monde est consacré à la recherche climatique. Ça fait à peu près 250 milliards. Donc c'est énorme. Qu'est-ce qui est le retour sur ça? Qu'est-ce qu'on trouve? Et peut-être un des lueurs d'espoir qu'on a quand même aujourd'hui dans les tableaux noirs sur le changement climatique, c'est les progrès technologiques, parce que ça a quand même changé la donne. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, par exemple, sont devenues compétitives. Leur installation, leur déploiement est accéléré, va plus vite qu'il y a anticipé il y a quelques années. Les voitures électriques sont aussi très proches d'être compétitives avec la voiture thermique, etc. Donc, il y a des énormes progrès. Donc, des estimations sur le retour social sont très positives. Donc, avec un petit calcul, même avec des hypothèses conservateurs, on arrive à promouvoir des retours en incluant tous les bénéfices sociaux, même pour les générations futures. Et c'est ça où ça change. Ils sont très positives. Mais, comme partout dans l'innovation, l'écart entre le retour privé, celui qui est donc gagné par l'investisseur et les retours sociaux, y compris les générations futures, est énorme. Généralement, dans l'investissement, dans les autres domaines, on parle d'un multiplicateur de 2, retour social au minimum 2 fois plus important. Dans l'innovation climatique, c'est pour moi un multiple de ça, c'est 5 fois plus. Et donc, même si on arrive sur un retour social qui est énorme, il n'est pas sûr que le retour privé va être suffisant pour faire toutes les innovations que je devrais faire, parce que puisqu'on est dans une transition énergétique qu'il faut faire sur les 25-30 prochaines années, il vaut mieux accélérer maintenant pour avoir le retour sur l'investissement, c'est-à-dire le décroissement du coût tout de suite ou dans les prochaines années. D'accord. Alors, effectivement, Philippe Aghion a évoqué les différents mécanismes d'accompagnement de cette innovation. Est-ce qu'on peut revenir sur peut-être les différentes typologies qui existent pour accompagner cette innovation climatique, savoir d'ailleurs si ces mécanismes sont spécifiques au climat ou pas, et quels en sont les premiers résultats ou la pertinence vis-à-vis des entreprises? Oui. Donc, je pense qu'il est utile de distinguer en gros entre 2 grands types d'innovation qui sont nécessaires pour le climat. Le premier pour les technologies identifiées, qui sont déjà en route, celles que j'ai citées, énergie renouvelable, voitures électriques, etc. Il faut continuer pour les effets d'échelle. Donc, on a déjà beaucoup d'énergie, on a divisé les coûts par 10. On a espoir à croire, matière à croire qu'on peut progresser encore. Mais ça, c'est les marchés qui vont le faire. Et pour cette partie-là, le plus important, c'est les cadres réglementaires. Et c'est là où les taxes carbone sont importantes. C'est-à-dire que l'Europe ne peut pas dévier de le cap clair, net zéro 2050, on arrête avec la voiture thermique d'ici 10 ans. C'est ça qui donne la crédibilité pour qu'après, l'investissement privé arrive. Il y a des exemples qui le montrent. Regardons par exemple les déploiements des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, il y a 20 ans. C'était des politiques allemandes qui garantissaient des prix, donc des tarifs de rachat très élevé, faramineux à l'époque, mais ça quand même, c'est un consensus aujourd'hui. C'est ça qui a déclenché l'investissement massif dans ces énergies et a permis de décroître les coûts. Donc, parce que la politique était crédible, qu'il n'y avait pas donc, un retour, qu'une fois les tarifs au rachat sont fixés, on va les voir.
C'est un exemple qui montre aussi la contrepartie parce qu'au départ, on avait un investissement énorme en Europe dans l'industrie de la production des panneaux photovoltaïques. Cette industrie elle a disparu au bénéfice de la Chine. Donc il y a aussi le risque d'un piège en Europe qu'on investisse, on donne des subventions pour l'innovation, mais on ne capte pas après les bénéfices industriels de cela. Il y a un deuxième type d'innovation, ce sont les innovations des éléments qui manquent aujourd'hui. Par exemple, le stockage à long terme, l'hydrogène, tous les secteurs qui sont difficiles à décarboner, comme l'acier, les ciments, les transports lourds, les camions, les maritimes, etc. Là, il y a pour moi matière à penser que les secteurs privés, même avec les cadres réglementaires optimales, comme nous pensons à Toulouse, ne va pas suffire. Il y a besoin d'une orientation publique sur les grands axes pour faire les recherches fondamentales. Alors, la transition est toute trouvée puisque Magali Joissel, en tant que directrice du Fonds Société de Projets Industriels, est-ce que vous partagez cette vision du rôle des acteurs publics dans l'innovation pour la transition énergétique et notamment peut-être à la lumière de la dépendance au sentier évoquée par Philippe Aghion? Oui, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir dans ces lieux parce que BPIFrance est la banque de l'innovation. Et on ambitionne d'être aussi la banque du climat, même si j'ai conscience qu'on n'est pas tout à fait les seuls à le dire. Mais ces sujets nous sont particulièrement chers. Au sein de nos actions vertes, je dirais, nous finançons deux grands types d'entreprises. D'abord des entreprises très traditionnelles qu'on accompagne dans la décarbonation de leurs activités, mais on accompagne aussi des offreurs de solutions, des green tech, des clean tech, on peut les appeler de différentes façons, qui concentrent effectivement des sujets d'innovation que l'on va pouvoir accompagner dans leur développement. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, ces subventions aux entreprises innovantes et à l'innovation en général, elles ont connu depuis la création de BPIFrance, donc depuis 10 ans, ce qui nous donne quand même un horizon de temps intéressant, 3 grandes évolutions. La première, c'est que le montant des subventions que l'État nous demande, nous permet de distribuer, a considérablement augmenté. On était autour de 700 millions d'euros de subventions à l'innovation, essentiellement des startups, en 2013. Nous étions l'année dernière à quasiment 9 milliards d'euros. Donc on voit une volonté publique de soutenir très massivement les sujets d'innovation. Et dans cette innovation soutenue, il y a 2 autres éléments. Le premier qui éclaire un peu la question de la dépendance au sentier, qui est la façon dont on distribue ces subventions. Je prends des raccourcis, mais à l'origine, nous étions vraiment sur des objets subventionnés, c'est-à-dire on va subventionner de la R&D collaborative, mais pas du tout un secteur, une thématique, etc. Et est apparu depuis quelques années un volet qu'on dit dirigé, c'est un peu technocratique comme expression, mais un volet dirigé, c'est-à-dire dans lequel l'État dit je fixe quelques priorités de politique publique qui vont être l'hydrogène, par exemple, qui vont être les batteries, et je décide d'avoir des actions de soutien massif sur ces actions-là, et ce qui est une façon de diriger son soutien. Et puis le troisième aspect, c'est que la part verte de ces subventions, donc la part de ces subventions qui vont sur des offres qui vont permettre de décarboner l'activité économique, a elle aussi beaucoup cru. Alors on n'a pas une série d'observations aussi longues, ce qui dit quelque chose, mais en 2020, à peu près 12% de nos financements à l'innovation allaient sur des sujets de green tech, c'est un peu plus de 33%, un peu plus d'un tiers l'an dernier. Ça, c'est pour le volet subventionnel qui est important parce qu'il permet d'accompagner le développement technologique de solutions et d'amener au marché effectivement un certain nombre de voies de décarbonation. Mais ce volet subventionnel, il est pour nous pas suffisant parce que il doit être accompagné de ce qui va permettre aux entreprises de se structurer, enfin au sens de se constituer une ossature. Et donc, il faut compléter ces actions subventionnelles par des investissements en fonds propres, ce que BPIFrance fait aussi naturellement. Nos investissements dans le domaine des green tech, ils ont été multiplié par 10 en l'espace de 10 ans, avec 250 millions par an à peu près. Et au sein de ces actions, effectivement, le fonds que je dirige se concentre sur
On a de l'innovation qu'on a accompagnée, c'est super. On a des démonstrateurs technologiques dans plein de sujets. Et comment fait-on pour que ces démonstrateurs ne restent pas dans les cartons et s'incarnent en activité industrielle, en emploi et en industrie verte? Et c'est sur cette logique-là qu'on a créé le fonds SPI, effectivement, il y a 10 ans maintenant, en constatant qu'on avait, pour le coup, une carence de marché et qu'il fallait aller chercher ces projets et les conduire dans l'économie réelle, au fond, qui est une façon de rendre l'industrie de demain plus verte. Et alors, est-ce qu'il y a une demande de la part de l'argent privé pour accompagner ces projets que justement l'argent public soutient? Alors, il y a une vraie demande des entreprises, pour commencer. C'est-à-dire que quand cette action a été lancée il y a 10 ans, peu d'entreprises innovantes ambitionnaient de se lancer dans des activités industrielles vertes. C'est-à-dire qu'on avait des technologies, elles étaient licenciées, elles partaient en Chine, dans un certain nombre de cas. Voilà. Où elles étaient rachetées par des acteurs de l'industrie traditionnelle. Je pense notamment à toute l'industrie du biosourcé, où beaucoup de brevets ont été achetés par des acteurs de l'industrie pétrosourcée, tout simplement pour que ces technologies ne se développent pas. Donc, à l'origine, nous avions peu d'entreprises qui étaient prêtes à aller vers ces volets industriels. Il y en a désormais beaucoup, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que ces entreprises présentent des caractéristiques de rentabilité qui peuvent permettre d'attirer des fonds d'investissement privés? Oui. Oui, y compris quand on n'est pas en train de spéculer sur un premium vert, donc avec des economics normaux. Ces entreprises peuvent être rentables et doivent pouvoir intéresser des investisseurs privés, mais ces investisseurs privés ne s'orientent encore pas très naturellement vers ces projets d'industrialisation parce que ce sont des projets qui comportent des risques assez nombreux, qui sont des risques technologiques, qui sont des risques de passage à l'échelle industrielle, de conquête commerciale. Et puis parce que le temps de retour sur investissement de ces projets est long. Le temps de l'industrie est un temps long. Le temps de la transition écologique est malheureusement aussi un temps long. Là où les investisseurs privés sont assez friands des temps plus courts. Et donc, on a, en parallèle de notre propre action d'investissement, une vraie action de conviction et d'entraînement à mener pour que des investisseurs privés nous accompagnent sur nos projets, puisque c'est une condition de notre intervention. Et on a du coup des ratios peut-être privés-publics qui sont un peu différents que d'autres secteurs quand même par rapport aux risques, par rapport aux incertitudes associées. Oui. On essaye de faire du 1 pour 1 euro d'argent public pour 1 euro d'argent privé, et c'est un challenge. D'accord. Alors on comprend que l'aide publique ou l'aide d'investisseurs précurseurs est nécessaire pour l'innovation de la transition climatique. Est-ce que ça voudrait dire, est-ce qu'on devrait en conclure que chez Getlink, du coup, pas d'aide égale pas d'innovation? Non. Alors non parce que effectivement nous innovons sur beaucoup de sujets bas carbone. Je vais donner quelques exemples. Vous le savez, chez Getlink, on opère en particulier le tunnel sous la Manche. On a un projet ambitieux de panneaux solaires sur tous les terminaux, enfin sur les 2 terminaux de part et d'autre, qui sont très très grands, 650 hectares d'un côté, 150 de l'autre. Et on veut être les premiers à faire ce qu'on appelle en bon français du power to traction, c'est-à-dire utiliser l'énergie solaire pour alimenter nos trains en exploitation, qui n'existent pas aujourd'hui dans le monde. C'est évidemment pas facile, les trains nombreux que nous accueillons dans le tunnel sous la Manche ont toutes des caractéristiques différentes. Il faut de l'électricité bien propre. Et donc, voilà, ça, c'est une vraie innovation en cours. Des innovations, on en a développé d'autres. Je pense à Eleclink, le câble à haute tension sous le tunnel. Dans le tunnel, c'était aussi une première mondiale. On vient de lancer Track Value, qui est aussi une belle innovation pour le monde du ferroviaire. Et puis d'ailleurs, d'une certaine façon, quand on invente la marge décarbonée en matière climatique, c'est aussi une innovation. Alors je disais oui mais parce que finalement je me retrouve assez bien dans ce que dit Philippe Aghion, c'est-à-dire que cette dépendance au sentier, alors même si j'aime pas trop ce mot de dépendance, j'ai pas envie de me sentir dépendant parce que on a envie d'innover sur tout ce qui intéresse l'entreprise. Mais de fait, il est rationnel pour nous d'investir dans les projets que je viens de citer, qui sont des sujets au cœur de notre métier ou à la frontière de notre métier et pas en dehors de notre métier. Quand on fait du Power to Traction, on est bien dans notre métier d'exploitant ferroviaire. Quand on fait Track Value de la même façon, on fait notre métier de leader du fret ferroviaire en Europe. Et quand on fait de l'énergie, on est toujours dans la gestion d'infrastructures. En revanche, on le voit bien, si on reste sur les questions climatiques,
On est déjà une entreprise à faibles émissions. On opère un tunnel électrique, des trains électriques, des câbles électriques, etc. On a une grosse ambition. Alors pour ceux qui ont les ordres de grandeur en tête, les scopes 1 et 2 chez Gatling, c'est 50 kilotonnes par an. Vous voyez, donc comparé à nos concurrents Firy notamment, qui parlent en millions, nous, l'unité, elle est, vous voyez, 1000 fois inférieure. Et donc, au-delà de la feuille de route ambitieuse qu'on a de continuer à réduire nos émissions scope 1, 2, 3, et tout ça doit nous amener d'ailleurs à réduire, je vous donne là aussi quelques chiffres, de 30% l'année prochaine nos émissions par rapport à 2019 et de 54% en 2030 par rapport à 2019. Tout ça ne nous amène pas à zéro. On réduit, mais on n'arrive pas à zéro. Or, le net zéro est bien l'ambition ultime qu'il faut que nous atteignions collectivement à 2050. Et donc, pour y arriver, nous devrons tous passer par de la compensation carbone. Alors, comme on a de la chance d'être assez vert déjà, on se pose déjà les questions de la compensation carbone. Et là, quand on ouvre le sujet, et même quand on se fait aider sur ces sujets, on se rend compte que la montagne à franchir est redoutable. C'est-à-dire qu'on est sur des technologies qui ne sont pas matures, qui sont très très éloignées de ce qu'on sait faire, qui sont partout dans le monde. Et nous, finalement, on est un acteur franco-britannique, on va dire européen, mais on n'a pas du tout voilà, à la fois la puissance financière, industrielle, technique et autres pour avoir un impact réel et puissant sur ces sujets dont on va devoir se saisir à un moment donné ou à un autre. Et donc, cette dépendance au sentier, chez nous, elle a un côté rationnel, c'est qu'on fait ce qu'on sait faire et qui va encore produire. En revanche, quand il va falloir qu'on sorte de notre champ pour aller en explorer d'autres, pour adresser le bas carbone et adresser la compensation carbone, donc la capture concrètement carbone, là, objectivement, on ne sait pas faire. Et si on ne rentre pas dans des logiques de filière, dans des logiques de partenariat, dans les logiques de subvention, etc., on voit bien que ça va être extrêmement compliqué. Alors, juste avant de faire réagir Philippe et puis de se focaliser un petit peu sur les besoins qu'on attend peut-être en France spécifiquement, une dernière petite question macroéconomique et qui nous taraude tous, je pense, Uli, c'est quelle profitabilité économique associe-t-on aux entreprises qui innovent, en particulier dans la transition climatique? Dit autrement, voit-on dans le secteur d'innovation climatique une corrélation entre la propriété intellectuelle et puis les profits, tout simplement, ou les rendements des entreprises? Oui, et heureusement, on trouve généralement qu'il y a un retour donc reconnu par les marchés. Dans des recherches avec Sébastien Pouchet à Toulouse et Yifei Zhang de l'Université de Pékin, donc on regarde ça, on regarde l'effet des annonces du privé climatique. Et on trouve qu'ils se traduisent sur un effet à moyen terme, sur 12-18 mois, par privé climatique, sur une surrentabilité d'à peu près 2%. C'est énorme pour un privé, sachant que la plupart des innovateurs, ce sont des très grandes entreprises. Et on regarde là les entreprises américaines. Pour cet effet-là, il est porté par les investisseurs responsables. C'est eux qui font une rotation des investisseurs, ce qui explique pourquoi c'est plutôt un effet à moyen terme. Et donc, pour comprendre cet effet, il est probable qu'il y ait aussi une reconnaissance du marché de la valeur stratégique du signal. Une entreprise qui est pour la première fois annonceur d'une innovation d'un privé climatique bénéficie plus, donc les valeurs, le marché reconnaît cet effet-là. Et par ailleurs, on fait une identification pour vraiment donc extraire la causalité. On regarde les allocations aléatoires, donc ce qu'on appelle la loterie des privés. Et donc vous avez des examineurs plus ou moins stricts, et ceux que vous avez moins stricts, vous avez des privés aléatoires, et on trouve cet effet-là. Donc on trouve aussi que les marchés sont étonnamment capables à discerner la qualité des privés. Et on trouve aussi qu'il y a un effet positif, le coût de capital des innovateurs, il baisse. Donc il y a aussi des effets positifs que les innovations se traduisent dans effectivement des réductions des émissions carbone au effet micro. C'est un autre papier qu'on trouve ça. On regarde là la supply chain parce que la plupart des innovations sont quand même incorporées des produits. Donc les effets des réductions des émissions gaz à effet de serre ne devraient pas se faire chez l'innovateur, mais chez les clients. Et effectivement, ils se font. Et notamment, et ça je reviens sur la question sur la rentabilité, on trouve qu'un innovateur peut non seulement aider à décarboner ses clients existants,
l'innovation aide aussi à attirer des nouveaux clients. Il y a en effet ce qu'on appelle en économie industrielle du business stealing. On peut faire une expansion du part de marché. C'est un autre retour sur investissement pour l'innovateur. Donc, il y a plusieurs axes qui nous permettent de croire que, effectivement, l'innovation climatique est payante pour les entreprises sur le plan économie industrielle et financier. Est-ce qu'elle est suffisamment rémunérée? Ce que j'ai dit précédemment, il y a quand même un écart énorme entre retour social et retour privé. Donc, tout laisse à penser que si on a un système qui donne plus, donc de part de retour social, on aurait plus d'investissement encore dans l'innovation climatique. Merci pour cette bonne nouvelle. On va laisser Philippe peut-être réagir et éventuellement aussi aborder la spécificité française, c'est-à-dire par rapport à nos défis, que sont les défis budgétaires, défis climatiques évidemment, et défis industriels. Quelles solutions ou quels mécanismes vous paraîtraient les plus pertinents dans la situation actuelle ? En tout cas, je prends note parce que j'apprends énormément de les intervenants. Oui, la situation française, donc on a un niveau de dette très élevé, hein, comme chacun sait, et on doit contrôler notre dette. Et là, il y a un peu un danger, c'est-à-dire que il faut réduire notre dette, mais il ne faut pas réduire notre dette en renonçant à des investissements dans l'environnement. Pourquoi ? Parce que moi, je pense qu'il y a deux types de dettes. Il y a la dette publique et il y a la dette environnementale. Et on sait notamment que si on retarde les investissements dans l'innovation verte, en fait, les entreprises, à cause de l'effet de dépendance au sentier, vont spontanément continuer à innover dans les technologies polluantes. Donc, l'écart technologique entre les technologies polluantes et les technologies vertes va augmenter. Et donc, le coût d'intervention demain doit être plus élevé. Donc, le problème, c'est que si on retarde l'investissement dans la transition énergétique, eh bien, on augmente son coût plus tard. Donc, on fait porter aux générations futures un fardeau plus grand. Donc il faut maintenant avoir en tête qu'il y a deux dettes. Il y a la dette publique et il y a la dette environnementale. Et donc certainement que dans les outils, dans ce qu'il faut faire pour en tout cas réduire notre déficit, alors moi je ne pense pas qu'il faille absolument drastiquement réduire notre dette maintenant. Je pense qu'il faut surtout réduire notre déficit. Et puis augmenter notre taux d'emploi et notre taux de croissance, parce que ça c'est une manière d'être crédible à long terme. Mais je pense qu'il faut choisir des politiques qui ne grèvent pas notre capacité d'investissement dans la croissance et dans la transition énergétique. Je crois que c'est vraiment important. Et il peut y avoir la tentation de le faire. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros débat en ce moment. Quelles sont les bonnes économies ou les bonnes augmentations d'impôts, ou le bon mélange pour éviter qu'on porte atteinte à la... Donc il y a un aspect, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'il faut mettre l'environnement et la transition énergétique dans la macroéconomie. Déjà, la dette publique, maintenant, on ne peut pas faire... il faut y dire, il y a la dette environnementale. Mais sur la politique monétaire, c'est pareil. On sait que c'est surtout les nouvelles entreprises qui ne sont pas sujettes aux problèmes de dépendance au sentier qui portent la transition énergétique. La destruction créatrice en elle-même est bonne pour le climat parce que les nouvelles entreprises n'ont pas pris des mauvaises habitudes. Donc il faut aider les nouvelles entreprises à arriver. Mais quand vous avez une politique monétaire trop restrictive, eh bien, c'est un coût pour les entreprises. En fait, ça retarde la transition énergétique. Alors évidemment, quand on est en période d'inflation, on est obligé d'augmenter les taux d'intérêt, mais il faut faire attention de ne pas garder des taux d'intérêt élevés trop longtemps, parce qu'à ce moment-là, ça retarde la transition énergétique. Donc à nouveau, même dans la politique monétaire, il faut intégrer la dimension énergétique, la dimension de la transition énergétique. C'est intéressant, il faut penser, les mécanismes sont les mêmes, mais il faut intégrer par exemple, l'inflation, on sait que c'est en partie augmenter les taux d'intérêt. C'est un excès de demande qui augmente l'inflation. Donc, il faut en partie réduire l'excès de la demande en augmentant les taux d'intérêt, mais il faut aussi augmenter l'offre. Donc, moi, je crois beaucoup dans le fait que l'inflation, ça se combat par un mélange de politique de taux d'intérêt à court terme, mais surtout de politique d'offre à plus long terme. Voyez. Donc ça, je crois que c'est important. Alors, évidemment, il y a aussi la question du financement de la transition énergétique. Alors, j'ai beaucoup aimé le rapport de Pisani Marfouz, mais un point de désaccord que j'ai avec Jean Pisani, c'est que je ne crois pas du tout dans l'ISF vert. Pas du tout.
Je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée, parce que je pense que la transition énergétique, c'est comme la construction des chemins de fer en France, c'est un partenariat public-privé, ça a été très bien expliqué. Je pense que l'État doit mettre... Quand on a maillé la France de chemins de fer, c'était souvent des compagnies privées, hein, les frères Perret ont fait le réseau de l'Ouest, PLM, etc. Et c'était un partenariat entre l'État et les compagnies privées. Je pense que la transition énergétique, c'est d'une dimension telle, c'est d'un coût tel, que ça va également impliquer un partenariat entre le public et le privé. Faire un ISF vert, c'est donner un très mauvais signal au secteur privé si on veut vraiment l'attirer et le faire pleinement participer. Je crois beaucoup plus à des politiques industrielles vertes, à des emprunts verts européens sur la base desquels on a des effets de levier pour que après le capital privé contribue. Pour la BERD, par exemple, la Banque européenne où j'ai travaillé, la BERD à Londres, pour chaque euro qu'elle met, elle-même, il y a 3 euros de plus qui viennent du secteur privé. C'est comme ça que ça marche. Donc on veut un vrai partenariat public-privé. Et je pense que, étant donné le coût de la transition énergétique, qui se chiffre à plusieurs centaines de milliards, c'est évident qu'il faut ce partenariat. Et donc je pense que ce n'est pas du tout la bonne approche de mettre un ISF vert. Je ne crois pas du tout. Et pour les exemples d'actions publiques, vous avez cité tout à l'heure, tout au début de la discussion, le secteur automobile. On vient d'avoir un nouveau salon d'automobile récemment, dans lequel les constructeurs sont revenus quand même avec un certain nombre de constats plutôt dramatiques. Est-ce qu'il faut en déduire que finalement c'était un contre-exemple, ou qu'est-ce qui a péché par rapport au fait qu'aujourd'hui, alors certes, les normes sur les émissions ont permis une baisse significative des émissions des nouveaux véhicules, mais néanmoins, on a un sujet quand même de filière ou de construction et d'industrialisation qui a fui l'Europe. C'est un problème beaucoup plus général, c'est-à-dire qu'il y a un déclin technologique de l'Europe par rapport aux États-Unis et maintenant même la Chine. Et ça, c'est le rapport Draghi, quoi. La semaine dernière, j'ai organisé une conférence au Collège de France avec Macron et Draghi, qui était très intéressante. Et et on a fait le constat qu'il y a ce décrochage. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus dramatique que les brevets, que les innovations de rupture, quand elles citent des articles de recherche, en grande partie produits par des chercheurs européens, quoi. Donc les Européens sont capables de faire de la recherche, seulement la recherche, elle ne se matérialise pas dans de l'innovation parce que nous n'avons pas l'écosystème d'innovation de rupture en Europe, quoi. Voilà. On n'a pas un vrai marché unique, on n'a pas un maillage suffisant de venture capitalistes et d'investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds de retraite, etc. On n'a aucun équivalent de la DARPA, mais rien, on n'a rien en Europe qui se rapproche de près ou de loin. Alors la BPI est quand même une exception. La BPI, c'est très bien. Donc il y a la BPI. Donc ça, c'est formidable. Non, mais c'est vrai, hein. Vous êtes formidable, l'exception. Je suis ravi d'être ici pour pouvoir vraiment dire mon admiration pour la BPI. Mais à part le BPI, dans le paysage européen, je n'ai pas vu grand-chose et j'ai rien qui s'apparente à des DARPA, quoi. Notamment l'Institut européen, le EIC, le European Innovation Council, ou je ne sais plus, Commission, je ne sais plus comment ça s'appelle, n'est absolument pas une DARPA, mais absolument pas. Donc nous n'avons rien en Europe qui s'apparente à des DARPA, c'est-à-dire une manière moderne de faire de la politique industrielle qui est réconciliée avec la politique de la concurrence. Et en fait, on a un logiciel européen qui n'est pas du tout favorable à l'innovation de rupture. On a des critères de Maastricht qui mettent sur le même plan des dépenses de fonctionnement et les dépenses de croissance. Au nom de la politique de concurrence en Europe, on empêche toute aide sectorielle d'État, maintenant un petit peu moins dans le vert, mais enfin, on est très anti-politique industrielle. Le budget européen, c'est 1% du PIB européen. Les emprunts européens, c'est très peu. C'est une vision très hayekienne. Alors, tout n'est pas mauvais dans Hayek, mais la vision hayekienne sur l'Europe, c'était surtout que les pays ne puissent rien faire pour investir, etc. Et donc on a vraiment... et la Chine fait de la politique industrielle et d'innovation très forte. Je faisais un cours sur la Chine hier au collège. Les Américains, n'en parlons pas, ils ont les DARPA, ils ont l'IRA, etc. Et face à ça, en Europe, vous avez des gens qui disent qu'il faut simplement renforcer les réformes structurelles. C'est pas possible, ça suffira pas. Donc on a un vrai problème. On n'a pas une politique d'innovation adéquate. On n'a pas un écosystème financier adéquat. Et on n'a pas encore le marché unique. On doit vraiment en Europe faire un gros effort pour... et le gros problème qu'on a, c'est qu'en Allemagne, pour le moment, ils sont dans les mains du Parti libéral, qui sont vraiment des ayatollahs de l'équilibre budgétaire et qui sont obsédés par ça et qui n'ont absolument aucune vision du décrochage européen, quoi. Et le drame en Europe, c'est que souvent
souvent on agit quand on a un sentiment d'urgence. Je suis désolé, hein, mais vous êtes d'accord, c'est des dingues. Le Parti libéral allemand, c'est dramatique. Bon, alors mais les autres, tout le monde est très très bien. Mais et puis sinon, vous voyez, en Europe, le problème aussi, c'est que souvent on agit sous l'urgence, c'est-à-dire que il y a le Covid, là on fait quelque chose. Il y a l'Ukraine, là on fait quelque chose. Mais le décrochage technologique européen n'est pas perçu pour le moment comme une urgence. Et on est dans ce dilemme en ce moment. Désolé d'avoir été d'avoir un peu débordé de la question que vous posiez. Je crois juste qu'il faut décoder 2 minutes. Ouli est allemand, comme vous l'avez peut-être senti avec son accent. C'est un grand pays. Donc il l'a pris. Mais le Parti libéral est un drame absolu. Ouli, est-ce que tu veux réagir sur ce point? Puisqu'on en est au décodage, je voulais juste préciser aux 2 personnes de la BPI France qui ne connaissent pas la DARPA, qui était une agence du ministère de la Défense américain à la fin des années 50, qui avait pour but d'investir pour trouver des innovations de rupture, notamment l'ancêtre et France Espace, c'est l'Internet. Ils ont fait la BARDA grâce auquel on est là. La BARDA, c'est l'équivalent pour les biotech. Ils ont en 1 an transformé, il y avait une technologie de base qui était l'ARN messager, et ils ont fait des productions de masse de vaccins basés sur l'ARN messager, plein de labs concurrents. Donc, ça qui est intéressant, c'est que il y a un côté top-down, de haut en bas. L'argent vient du ministère concerné. Et puis, ils nomment des chefs d'équipe pour des périodes de 3 ans qui viennent de l'industrie ou du milieu académique. Et ensuite, eux suscitent des projets concurrents. Il y avait plein de labs qui ont produit des vaccins ARN messagers. Donc là, à ce niveau-là, il y a du bottom-up et de la concurrence. Et c'est une manière très moderne de faire. Et ça, en Europe, il n'y a rien qui s'apparente à ça. Voilà. Alors, oui. Les Américains ont aussi l'ARPA, eux, comme énergie depuis 15 ans. Absolument. Et infrastructure. Et Biden voulait créer ARPA-C comme climat. Donc ça va plus faire parce que ce n'est pas encore. Mais ils ont beaucoup d'avance sur nous au niveau à 6%. Je dois dire qu'en Allemagne, il y a quand même, j'ai mon ami Dietmar Harhoff. Vous connaissez Dietmar? C'était mon copain de classe. J'étais en classe avec lui à Harvard. On était dans le même. Et lui, je l'ai invité à la conférence avec Draghi et Macron. Et Dietmar a expliqué qu'en Allemagne, il a essayé de pousser une DARPA en Allemagne. Voilà, avec Merkel. Donc il y a Dietmar, quoi. Il y a vous et Dietmar, et donc il y a de l'espoir. Alors revenons en France avec Magali. Que pensez-vous des enjeux du secteur automobile, en particulier comment ça fait écho peut-être aux missions et aux leviers de BPI France en termes de filière industrielle, qui est un mot-clé là-dedans, sur ce sujet? Peut-être pour aller un peu du plus macro au plus micro et en commençant par le rôle des politiques publiques sur les filières. Bien évidemment, les politiques publiques, elles sont fondamentales pour structurer des filières, évidemment. Ceci étant, il y a quand même 2 éléments que j'aimerais souligner. Le premier, c'est que une politique publique, industrielle, énergétique, etc., elle ne peut pas se faire sans les acteurs économiques. Ça paraît évident aussi, mais ça va mieux en le disant. Et si on prend des exemples qui nous occupent récemment, qui ont pu être évoqués, on peut opposer par exemple la filière de véhicules électriques et la filière du panneau photovoltaïque dont Woody parlait. On arrive aujourd'hui à reconstituer en Europe des usines, enfin à constituer plus exactement des usines de batteries, des gigafactories de batteries qui vont être destinées aux véhicules électriques produits en Europe. Ce qui nous semblait à peu près impossible il y a encore 5 ou 6 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté publique, des subventions qui accompagnaient ces dispositifs, des investissements également publics et privés. Et puis, il y a eu une action des constructeurs automobiles eux-mêmes qui ont considéré que oui, la batterie, c'était stratégique pour eux demain vendre des voitures et que compte tenu du poids financier de la batterie dans les véhicules, c'était un enjeu majeur. Et donc, cette filière est en train de se structurer, d'émerger avec une action conjointe du public, du privé. Si on prend à l'inverse le domaine des panneaux photovoltaïques avec, je ne reprends pas la description historique qui a été parfaitement faite par Ouli, il y a des velléités européennes de se redire maintenant, bon, bah alors est-ce qu'on ne fait pas la même chose que ce qu'on a fait sur les batteries et est-ce qu'on se redote d'usines de panneaux photovoltaïques en Europe? Bon, la réalité, c'est qu'on n'a pas d'innovation. On a abandonné l'innovation sur ces sujets. Et puis, on a des clients qui sont les énergéticiens qui ne considèrent pas que les panneaux sont un enjeu de vulnérabilité, de souveraineté pour eux. Et donc, qui disent, moi, j'achète les panneaux les moins chers et les mieux faits, c'est ceux qui viennent de Chine. Donc, on peut décider d'avoir une politique publique sur les panneaux photovoltaïques. Si les acteurs de la filière ne s'en emparent pas, ça ne servira pas à grand-chose. Et puis, par ailleurs, quand on lance un mouvement de politique publique, il faut être
Enfin, là aussi, on est dans le temps long. C'est-à-dire que si je reprends mon exemple des batteries, c'est super qu'on ait des gigafactories de batteries en Europe. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Mais si demain on n'a plus que des voitures chinoises en Europe, ce serait un autre sujet. Donc ça montre bien que la question de la politique publique, elle est une question d'adaptation continue à l'évolution du monde économique et que maintenant, il faut penser aux voitures elles-mêmes, quoi. De façon plus micro, oui, bien sûr, nous avons une action sur la structuration des filières quand on investit dans les batteries, par exemple, on va aussi s'intéresser à la façon dont on peut aller recycler la black mass ou les scraps de production ou la black mass des batteries en fin de vie pour éviter d'aller sur de l'extraction primaire pour les métaux rares qui composent les batteries. On va s'interroger sur comment on peut accompagner le développement de la protection électrique des batteries, de l'isolation, etc. Donc oui, bien sûr, il y a des effets de filière que l'on recherche, mais il faut aussi qu'on soit lucide sur le fait que les entreprises françaises ont pas vraiment l'habitude de travailler beaucoup en filière. C'est-à-dire que moi, j'entends le terme de construction filière dans le débat public, presque administratif, depuis très longtemps maintenant. La première fois que j'ai vraiment compris ce qu'était une logique de filière, c'est quand je me suis déplacée en Corée pour voir des acteurs de la filière du semi-conducteur. Mais ils marchent ensemble pour tout. C'est-à-dire que t'es mon voisin, t'es mon client, t'es mon fournisseur. On n'y arrivera pas si on ne le fait pas ensemble. Et on voit concrètement au quotidien ce que ça implique et comment ça entraîne tout le monde. Et comment, y compris dans les périodes de difficulté, les gens se serrent les coudes. Là où on est en France, plutôt dans une logique de... On se connaît, on s'observe, on voit quoi. Mais... comment est-ce que, si je reprends mon exemple de start-up, comment des entreprises moyennes ou des grands groupes vont adapter leur mode d'achat pour permettre à l'innovation d'arriver chez eux? C'est une question qui est encore complètement devant nous. Donc il y a beaucoup à faire pour que les entreprises françaises coopèrent dans une logique de filière plus que dans une logique de concurrence entre elles, je pense. Et ça, les différents types de coopération, vous avez peu structuré ça. Oui, alors traditionnellement, quand on parle grand groupe et start-up, on dit ben c'est super, il y a du M&A, le grand groupe va manger la start-up. Bon, alors déjà, c'est pas forcément exactement ce dont la start-up a envie. Et puis il y a quand même des grands risques que la digestion de la start-up dans le grand groupe produisent pas tous les effets escomptés. Donc, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de M&A de grands groupes vers des entreprises plus petites, mais en tout cas, ce n'est pas la solution à tout. Il y a des formes de coopération qui peuvent passer par des coopérations de R&D, comment des programmes collaboratifs peuvent être déployés ensemble. Et moi, je crois vraiment qu'il y a des actions fortes à mener sur la façon dont l'achat innovant se développe. C'est vrai de l'achat public, mais c'est aussi vrai de l'achat privé. Parce que quand une start-up a une solution très décarbonante à apporter à un grand groupe, par exemple parce qu'elle lui fournit un plastique biosourcé pour ses emballages, par exemple, l'intérêt, il est évident. Le processus de qualification de l'entreprise et de son produit, il va prendre 18 à 24 mois. Et 18 à 24 mois à l'échelle d'une start-up, mais c'est le bout du monde. Donc c'est sur ces délais d'adoption et sur ces cultures un peu différentes qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que les deux mondes se comprennent mieux. La start-up veut aller vite, le grand groupe veut être sûr de son approvisionnement. Les deux se comprennent, mais entre les deux, on doit pouvoir raccourcir les délais. D'accord, merci. Alors, peut-être un petit mot de conclusion et je vous laisserai préparer dans l'assistance, si vous voulez, une ou deux questions. Quand on parle de filière, et nous arrivons à la conclusion toute provisoire du sujet d'innovation climatique des entreprises, comment les notions de structuration de cette filière, d'accompagnement public, résonnent-elles avec la situation de Getlink ? Je vais faire court vu le temps qui nous reste. Chez Getlink, on est complètement en résonance avec ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Pour avoir vécu pas mal d'années à l'étranger, je vis bien ce que vient de dire Magali sur le fait que
les notions de filière en France sont très très peu développées par rapport à ce que j'ai connu, même en Allemagne, aux États-Unis également, et que donc on a un vrai progrès à faire. On le voit bien, si on n'arrive pas à structurer nos filières, à travailler ensemble sur des sujets qui sont des vrais sujets d'innovation, et pas les batailles perdues des panneaux solaires, ce qui arrive devant nous. J'ai évoqué tout à l'heure la capture carbone, et pour arriver à faire de la compensation, on voit bien que tout ça, c'est encore devant nous, que c'est une course. 2050, c'est dans 25 ans. 25 ans, avec un point de départ qui est qu'on n'a pas vraiment les technologies, elles sont encore moins passées à l'échelle. On voit bien que si on ne s'y met pas tout de suite, on n'arrivera pas à avoir ou les quantités qu'il nous faut, ou alors les prix vont être absolument fous, et que le net zéro ne l'atteindra pas, ce qui posera d'autres problèmes. Je ne reviens pas sur la dette écologique qu'a évoqué Philippe tout à l'heure. Et donc il faut le travailler maintenant. J'espère que nous, on saura faire notre travail en interne. En tout cas, c'est notre ambition d'aller vite et de travailler avec les bons partenaires. Et on l'a vu, tout ça, c'est une question collective qu'il faut se poser, public-privé, pour réussir à travailler le mieux possible ensemble. Mais je crois vraiment au collectif. C'est mon call to action du jour. C'est qu'il faut absolument qu'on arrive à travailler ensemble, d'autant plus qu'on n'a pas d'argent en France, ou pas beaucoup, pas suffisamment. Et que si en plus on le fait chacun de façon éparpillée, nos chances de réussir sont très très faibles. Parfait, merci beaucoup à chacun et chacune d'entre vous. Est-ce qu'on peut prendre peut-être un petit temps d'applaudissement? Il nous reste 8 minutes. Première question à la salle. Oui, madame. Peut-être vous présenter rapidement. Oui, bien sûr. Bonjour, Aurélie Gonzalez. Donc, je suis cofondatrice d'une startup qui fait du direct air capture qui s'appelle Yama, donc de la capture de CO2 dans l'air. Probablement la première en France, parce que c'est effectivement pas un domaine très connu, qui est beaucoup plus actif aux USA. Donc aujourd'hui, nous, on cherche à déployer une filière complète de capture et de séquestration, donc avec toute la chaîne de valeur en Île-de-France. Et donc, il y a cette notion d'accompagner une filière qui aujourd'hui n'existe pas, donc les émissions négatives, qui sont vraiment là pour effectivement compenser et supporter la décarbonisation qui prend du temps. Là, ça prend un peu moins de temps parce que c'est un peu plus indépendant et on va chercher des fonds privés. Mais on a aussi besoin effectivement de la France et du gouvernement français, je pense, pour faire ça. Sinon, on va évidemment le faire aux USA. Et donc là, je cherche à savoir comment est-ce que vous voyez, à qui faut-il parler ou comment est-ce qu'on peut mettre en place cette filière en France d'émissions négatives. Alors nous, on est vraiment activement en train de montrer un hub de DAC en Île-de-France à Grand-Puy avec des gens qui séquestrent également, une autre start-up et un autre compétiteur, donc on appelle ça de la compétition, on en parlait juste avant, donc on s'est associé à une autre direct air capture qui fait aussi de l'électrochimie, on veut faire un IDAC, et parce qu'on a besoin d'être plus ensemble que les uns contre les autres pour monter ça en Europe, mais j'aimerais bien avoir vos réponses là-dessus. Peut-être pour Magali, les étapes concrètes. Il faut qu'on se parle. Non, mais blague à part, je pense qu'il y a deux questions dans votre question. Il y a la façon dont l'entreprise elle-même peut financer son développement, qui est évidemment un sujet sur lequel BPI France est un bon guichet de discussion ou d'orientation au pire. Et puis, il y a la question plus complexe qui est comment est-ce qu'on valorise le prix du carbone, avec l'historique que tout le monde connaît ici du sujet, qui est une question, pour le coup, qui est une question qui va plus relever de l'État au sens très régalien du terme. Je ne crois pas que la Caisse des dépôts et consignations ait remis des actions sur le métier. Donc voilà, sur les dispositifs de financiarisation, finalement, eux-mêmes, on va plutôt être sur des dispositifs État. D'autres questions? Bonjour, Gauthier Châtelu, Drive Eco, nous on déploie des réseaux de bandes de recharge. Un des points qui est important sur ces innovations, ces nouveaux secteurs qui émergent de façon massive, c'est qu'on a quand même une période de transition avec des à-coups court terme. Alors, la voiture, tout d'un coup, on arrête des subventions. J'en disais, finalement, c'est cher. On a eu les premières générations de modèles. Il faut attendre 2-3 ans pour avoir des générations de modèles plus performants et puis qui couvrent l'ensemble de la gamme. Et puis là, on dit tout d'un coup, la voiture électrique, c'est une catastrophe. Il y a des usines de batteries où il y a eu des énormes efforts publics, privés, puis non, on va s'arrêter parce que peut-être qu'il n'y en a pas forcément besoin. Comment on s'assure dans notre écosystème, qui a besoin de cette aide publique au début, aussi de la continuité de l'effort et la capacité effectivement de tenir, pas seulement à travers du capital, une usine de batterie qui risque de fonctionner à moitié de capacité pendant 2 ans parce que le marché est un peu en retard, même si on venait à terme sur des grosses croissances,
ce qu'ont su faire par exemple les Chinois de façon publique ou les Américains de façon privée avec des gens comme Tesla, c'est-à-dire on sait faire des pertes pendant longtemps avant d'arriver à gagner de l'argent et créer de la valeur sans subir ces à-coups court terme. On a une crise conjoncturelle financière, donc on arrête les subventions et on n'a pas atteint le niveau de rentabilité ou de déploiement suffisant pour que le secteur s'auto-porte tout de suite. Et pour moi, c'est un des grands enjeux qu'on a en Europe, c'est aussi cette capacité à... le deal vert, c'est bien, mais il faut s'assurer dans la durée qu'on ne soit pas à la merci d'un changement budgétaire d'une année sur l'autre. Comment vous voyez cette capacité pour atteindre des vraies rentabilités qui sont potentielles, mais qui peuvent avoir un peu de délai au moment où on arrive? Je ne vais pas répondre à votre question, mais je vais abonder dans votre sens. C'est effectivement un problème, et je pense qu'il touche tout le monde. Juste un autre exemple, le marché ETS, comme on le sait, a un prix qui fait qu'il est très difficile, très variable, qui fait qu'il est très très difficile de faire des calculs de rentabilité sur n'importe quel projet vert. C'est-à-dire que ça rentre dans l'équation économique aujourd'hui. On n'a aucun mécanisme de stabilisation du prix du carbone aujourd'hui en Europe. Et donc quand on fait un business plan dans nos métiers, je l'ai déjà dit ici, quand on achète une locomotive, nous aujourd'hui c'est pour 40 ou pour 50 ans, est-ce qu'aujourd'hui on doit acheter une locomotive diesel, bimodale ou bien électrique? Tout ça dépend complètement de la valeur future du carbone. Et aujourd'hui, et sur des durées longues, on n'a aucune idée de cette valeur et je le disais, en plus, aucune politique pour essayer de le stabiliser un tant soit peu. Et donc, c'est très, 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 très difficile et ça va nous amener ou bien à surinvestir sur des technologies vertes qui, finalement, on aura payé trop cher parce que ce ne sera pas le sens de l'histoire, ou bien d'avoir des actifs échoués parce qu'on n'aura pas acheté des technologies suffisamment vertes dans un monde qui se verdira plus vite et on ne saura plus quoi en faire demain. Donc ça, je pense que c'est un problème parce que ça freine clairement l'investissement. On a besoin de visibilité sur le long terme et on ne sait pas faire aujourd'hui. Magali, vous vouliez rebondir? Oui, là aussi, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, il faut être conscient qu'il y a dans le développement de ces solutions innovantes et de ces industries vertes une forme de darwinisme. C'est-à-dire que certaines vont réussir et d'autres vont se planter en réalité. Et il faut le savoir avant de commencer parce que sinon on a de grandes déconvenues. Donc c'est un peu à côté de ta question, Gauthier, mais ça existe aussi. Je le dis parce que tu fais référence au Gigafactory de batteries. On a suivi le cas de Northvolt. Je crains que ça ne fasse partie du darwinisme de la filière. Ensuite, sur la stabilité des politiques publiques. Je suis à la fois mal placée pour vous dire c'est pas important, je suis à la fois mal placée pour vous dire quand même il faudrait que ce soit mieux. Bon, ceci étant, pour reprendre mon propos de tout à l'heure, il faut qu'il y ait une conscience collective du fait que ces sujets sont des sujets de temps long. Et que donc effectivement, pour développer une action qui s'inscrit sur un temps long, il faut avoir un cadre général qui peut bien sûr un peu évoluer, mais qui ne doit pas être en rupture de façon inopinée. Et là encore, sur le photovoltaïque, c'est aussi ce qui a tué l'industrie européenne. C'est-à-dire que dans le même temps où les gouvernements, quels qu'ils soient, disaient quand même c'est un problème que toute l'industrie photovoltaïque soit en train de partir en Chine, ils baissaient soudainement les tarifs d'achat sur les centrales. Et donc ça n'a fait qu'accélérer le mouvement. Donc oui, ces phénomènes existent. Le positionnement d'un investisseur par rapport à ça va consister à, dans toute la mesure du possible, établir un modèle économique qui tienne sans aide. C'est-à-dire que je reprends mon exemple de tout à l'heure sur du biosourcé versus du pétrosourcé. Moi, je ne crois pas qu'on puisse financer durablement une entreprise dans le domaine du biosourcé en considérant qu'elle va dégager un premium significatif par rapport aux produits équivalents pétrosourcés. Parce que si on construit des modèles là-dessus, en réalité, 9 fois sur 10, on se plante. Donc il faut essayer de trouver des modèles économiques qui tournent, peut-être un peu moins bien, bien sûr, mais qui survivent en cas d'aléa ou en cas de changement du contexte. Ce n'est pas une façon de dire que ce n'est pas important que les politiques publiques soient stables, c'est une façon de faire avec le réel, quoi.
On a beaucoup parlé des panneaux solaires. Petite annonce qui est parue dans la presse cette semaine, l'annonce d'un constructeur chinois de développer une usine de panneaux solaires en France. Donc à scruter avec attention. Merci beaucoup à tous encore. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Je pense que la première session aura en 2025. Merci beaucoup.